la dernière fois, je vous ai parlé de la naissance de géologie comme discipline et puis comme science. Aujourd'hui, nous allons voir un des éléments fondamentaux dans l'évolution de cette science, c'est-à-dire la révolution de la tectonique des plaques. Et puis ensuite, dans les semaines à venir, vous voyez, j'ai mis des thèmes assez généraux dont je vous ai parlé la dernière fois, donc je ne m'étendrai pas davantage. Voilà le plan que je vous propose aujourd'hui. Donc, il y a des plaques qui recouvrent notre planète, la Terre, et qui sont composées de lithosphères. C'est pour ça qu'on les appelle des plaques lithosphériques. On va voir ce qu'est la lithosphère. Ensuite, ces plaques sont en mouvement. Et on va voir que, en supplément de ce que Wegener avait vu et dont je vous ai parlé le mois dernier, on va voir que c'est la convection, c'est-à-dire la transmission de la chaleur à travers la croûte qui est le moteur, en quelque sorte, de ces mouvements de plaques. Puis ensuite, on va voir comment une plaque évolue en s'insérant dans une pangée, c'est-à-dire une étape où tous les continents sont rassemblés. Une pangée, ça veut dire la Terre partout. Donc, la pangée se forme à un moment donné par rapprochement des plaques. Et puis ensuite, elle éclate et elle va constituer une autre pangée ailleurs. Donc, on va voir par rapport à la dernière pangée qui a eu lieu il y a à peu près 300 millions d'années, on va voir comment le cycle de Wilson s'applique. Et il va y avoir un certain nombre d'exemples qui vont illustrer ce cycle de Wilson. Et puis, en conclusion, on va voir comment, au fil des temps géologiques, les pangées se suivent. Les continents se regroupent, ils éclatent et ils vont se rassembler ailleurs. Et en conclusion, on va voir où va se situer la prochaine pangée. Alors, je vous rappelle où nous en étions restés le mois dernier. Vous voyez, grâce à Alfred Wegener, eh bien, on savait que les continents, pas les plaques, les continents, vous voyez, s'étaient rassemblés, en particulier ceux de l'hémisphère sud, à un moment donné. Comment le savait-on? Il suffit de suivre les couleurs et vous voyez que les fossiles que l'on trouvait sur le terrain étaient les mêmes. Par exemple, vous avez des reptiles terrestres. Il est évident que si l'on trouve les mêmes reptiles en Amérique du Sud et en Afrique, ils n'ont pas pu traverser l'Atlantique. Ça veut dire tout simplement que l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient à un moment donné, à l'époque où il y avait des reptiles, en connexion l'une avec l'autre. Même chose également pour les fougères, vous voyez, que l'on voit, que l'on trouve un peu partout, en Amérique du Sud, en Afrique, en Antarctique et en Australie. Donc, on en était resté là. Alors, ce sont les plaques que l'on a découvertes dans les années 60, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, qui, avec leur structure et leur mouvement, ont permis de comprendre l'évolution de la croûte terrestre et la formation des pangées. Alors, comme vous le voyez, il y a 12 plaques lithosphériques, plaques de lithosphère. La lithosphère, c'est
l'écorce terrestre et le manteau supérieur. C'est-à-dire une partie de la Terre qui est solide et qui est superficielle. Alors vous voyez que ces plaques lithosphériques, eh bien, elles contiennent non seulement les continents, vous voyez ici l'Amérique du Nord, ici l'Eurasie, ici l'Afrique. Elles contiennent donc les continents que nous connaissions avant, grâce à Wegener. On sait que ces continents sont en mouvement, mais on ne savait pas où ça bougeait. Et on s'est rendu compte finalement que c'est sous les océans que se situait la clé pour interpréter ces mouvements. Et puis ensuite, on l'a étalé à l'ensemble de la planète. Alors, il y a 12 plaques lithosphériques essentielles. Vous voyez ici l'Eurasie, qui est un mastodonte important puisqu'il va depuis les îles Britanniques jusqu'à la péninsule de Kamtchatka, au large de la Sibérie. Il y a également l'Amérique du Nord, qui est un autre géant également, avec le Mexique, les États-Unis, le Canada, etc. L'Afrique, qui est un autre géant également, la plaque africaine, et puis l'Australie, qui est de dimension un peu plus réduite. Il y a une plaque qui est assez énigmatique encore, c'est la plaque antarctique qui est ici. Et nous verrons en conclusion que c'est de là que va partir la prochaine plongée, c'est-à-dire de l'Antarctique. C'est une plaque un peu particulière parce que, vous voyez, la Terre est une sphère. Et là, on l'a aplatie, cette sphère. Et par conséquent, la plaque antarctique n'est pas aussi grande que ça. C'est 14 millions de kilomètres carrés, à peine un peu plus grand que l'Europe. Et puis, il y a donc des petites plaques, en particulier 2 plaques ici, qui sont ici sous l'océan Pacifique et qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de la cordillère des Andes ici. C'est la plaque de Nazca. Dans le développement de la petite plaque Caraïbe, qui contient Cuba, mais également tout un tas d'autres îles, et qui est en relation ici avec la microplaque de Cocos. Il y a une plaque énigmatique encore ici, c'est la plaque philippine, parce que, vous voyez, elle est en train de s'individualiser au nord, elle n'est pas encore individualisée au sud. Tout ceci est en mouvement et il faut comprendre que la géologie que je vais vous montrer, c'est une géologie qui évolue à l'échelle de l'univers et pas à l'échelle humaine. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ce sont des mouvements très longs et très lents. Ensuite, la plaque arabique, qui est ici, qui est une annexe de la plaque africaine. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a la plaque pacifique, qui est une plaque essentiellement composée de croûte océanique. Et puis, il y a 2 plaques très intéressantes. L'une, ici, c'est la plaque de Farallon. Farallon, c'est un morceau de plaque pacifique qui s'est détaché à un moment donné et qui a totalement disparu sous les Rocheuses de l'Amérique du Nord. Elle est à l'origine de la formation des Rocheuses, mais on va voir que le mouvement d'enfoncement, de subduction, l'a totalement fait disparaître. Et puis il y en a une autre qui est en train de naître ici, c'est la plaque Scotia, qui est ici et qui est liée
à la divergence entre la plaque antarctique et la plaque de l'Amérique du Sud ici. Vous voyez, le pôle Sud est là, et ici, il y a, entraîné par l'écorce terrestre qui migre globalement vers le nord, une plaque qui est en train de se former. Cette plaque Scotia, qui est ici, et qui est matérialisée actuellement sur le terrain, dans l'Atlantique, par des îles volcaniques, que l'on trouve également ici dans la plaque des Caraïbes. Donc, voilà les 12 principales plaques océaniques à partir desquelles on va pouvoir reconstituer l'histoire de la croûte terrestre et son évolution au cours des temps géologiques. Alors, ces plaques ne sont pas immobiles, elles se déplacent. Vous voyez les flèches qui sont ici, ça veut dire que la plaque pacifique en bleu ici, elle se sépare de 15 cm par an de la plaque de Nazca. 15, c'est en centimètres par an. Vous voyez que la plaque africaine qui s'est déplacée à grande vitesse ne se déplace guère plus qu'à 2-3 cm par an. Une autre plaque qui est ici, dépendante de la plaque australienne, c'est la plaque indienne, la sous-plaque indienne, qui à un moment donné se déplaçait de plus de 20 cm par an. Plus de 20 cm par an. Maintenant, elle est coincée contre la Chine, au niveau des Himalayas, et par conséquent, elle est pratiquement immobile. Mais l'Inde s'enfonce, parce que l'écorce terrestre est ainsi faite qu'elle est en permanence en mouvement en bordure des plaques. Alors, ces bordures de plaques sont illustrées par cette carte. Alors, vous voyez ici, matérialisés avec tous ces points rouges, ici, les tremblements de terre. Les tremblements de terre qui illustrent les mouvements des plaques. Ce sont des tremblements de terre qui s'effectuent près de la surface. En effet, on se situe là au niveau de rides océaniques, c'est-à-dire au niveau d'endroits où la croûte terrestre a tendance à monter et à émerger sous forme d'îles, comme par exemple l'Islande, qui se situe ici, vous voyez, l'Islande. Donc, au niveau des dorsales océaniques, c'est-à-dire des limites de plaques, eh bien, la croûte terrestre est en extension et par conséquent, on a du volcanisme. C'est-à-dire, on a de la matière chaude issue des profondeurs de la croûte du manteau qui arrive à la surface pour alimenter en général du volcanisme sous-marin. Et puis ensuite, il y a également des tremblements de terre ici, au niveau au nord de la plaque australienne et dans ses relations avec la plaque eurasiatique, ou bien ici en Amérique du Sud. Vous voyez, ce sont des tremblements de terre et qui sont plus profonds ici. En effet, ces zones-là sont des zones dites de subduction, c'est-à-dire des endroits où un morceau de croûte, en général lourde, descend, s'enfonce dans la croûte terrestre jusqu'au manteau, sous l'effet de la tectonique des plaques. Autrement dit, on a du volcanisme ici, à l'articulation des plaques en milieu océanique, là où la croûte se distend, et on a du volcanisme ici, au niveau des plans de subduction, parce que lors de la subduction, la plaque subductante est lourde, elle s'enfonce, mais la plaque chevauchante qui est dessus,
elle est libre en surface et c'est ce qui alimente le volcanisme. Pour faire du volcanisme, il faut qu'on soit en extension au niveau de la croûte. Ça vous paraît clair? Bien. Autrement, vous m'arrêtez, hein? Alors voilà. Voilà la découverte fondamentale qui, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, a permis de comprendre comment fonctionnaient les plaques dans leur déplacement, c'est-à-dire qu'au niveau des dorsales, des matériaux chauds, issus des profondeurs de la croûte et du manteau, arrivaient à la surface et s'étalaient au fond de la mer. Comme on était en distension, il y avait de la place et par conséquent, les volcans se mettaient en place. On verra tout à l'heure comment. Et ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire l'usage des bathyscaphes qui a permis de comprendre comment fonctionnaient les dorsales océaniques. Voilà des laves que l'on voit au fond de la mer au niveau des dorsales, des laves en coussin, des pilolavas. Alors maintenant, on a vu qu'il y avait 12 grandes plaques. On va essayer de voir comment s'effectuent plus dans le détail les mouvements des plaques. Voilà une coupe de la Terre, de la planète Terre, qui est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée d'enveloppes essentiellement ferrifères, fer et nickel, et en alternance solide et liquide. Alors, vous voyez ici la croûte terrestre, qui est ici en gris. Vous la voyez à gauche également. Ensuite, ici, il y a le manteau terrestre. Le manteau terrestre, il est fait ici de lithosphère, c'est-à-dire d'asténosphère, c'est-à-dire d'une enveloppe en rouge qui est solide. Alors, où est-ce qu'elle est, cette asténosphère? Ici, 12. 12, voilà, ici, en rouge. Donc, elle est solide, alors que le manteau interne, qui est ici, en 6, il est, lui, liquide. Et par conséquent, liquide, solide, il suffit que des fractures s'effectuent au niveau de la croûte terrestre solide et de l'asténosphère solide pour que des matériaux chauds et légers passent vers le haut. Ce qui fait qu'il y a des endroits de la croûte et du manteau, parce que ça fonctionne ensemble, où on a des matériaux qui sont ici, qui montent vers la surface, et d'autres endroits où des matériaux descendent de la surface vers le manteau inférieur au niveau de la subduction. Ici, vous voyez, le noyau externe est liquide et le noyau interne est solide. Pourquoi ces différences? Parce que la Terre est dans une position tout à fait particulière dans l'univers et par rapport à son étoile, c'est-à-dire par rapport au Soleil. Elle est dans un espace où l'évolution lithologique a permis l'individualisation d'enveloppes. Et ces enveloppes sont chaudes ou froides, et si elles sont froides, elles cristallisent, elles deviennent des roches, et si elles sont chaudes, elles restent des magmas. C'est parce que la Terre est dans une position particulière par rapport à l'étoile. Plus loin, on a des planètes qui sont des planètes gazeuses, qui n'ont pas
tous les ingrédients pour se diversifier. Alors, ce sont les deux grandes planètes géantes. Je ne me souviens plus comment elles s'appellent. Bon, peu importe. Donc, c'est une planète tellurique. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir comprendre comment, au cours du temps et en relation avec ce degré de cristallisation, parce que ça, c'est une image actuelle. Dans quelques milliards d'années, moi, je ne serai pas là, c'est sûr. Vous, peut-être. À ce moment-là, la composition d'ensemble aura sûrement changé. Alors, voilà une coupe qui vous montre les différentes enveloppes. Ici, on a la croûte terrestre. Alors, vous voyez, elle est continentale ou granitique. Sa densité est de 2,7 par rapport à l'eau. La croûte océanique, qui est ici, et qui est essentiellement basaltique, est plus lourde que la croûte continentale. C'est pour ça que, lors des mouvements des plaques, la croûte océanique va avoir tendance à s'enfoncer sous la croûte continentale. Et ensuite, vous avez ici la lithosphère et la sténosphère, qui, elles, sont dans l'ensemble plutôt solides. Très solides à la partie supérieure, un peu plus visqueuses à la partie inférieure. Ici, on a le manteau qui est inférieur, solide, et là, voilà le noyau externe qui est liquide, également. Alors, ces différentes enveloppes terrestres sont séparées les unes des autres par des surfaces de discontinuité. Ces surfaces de discontinuité, hein, c'est pas une... Ah, laissez tomber. C'est pas une enveloppe de quelques mètres, ni de quelques kilomètres. C'est quelque chose qui est très épais également, mais qui marque une transition nette entre des couches terrestres de nature tout à fait différente. Et ces discontinuités, par exemple le mot qui est ici, qui se situe sous la croûte continentale ou sous la croûte océanique, ou la discontinuité de Gutenberg qui est ici, Mo, ça veut dire discontinuité de Mohorovičić. À cette profondeur-là, ce sont des limites qui séparent des comportements différents des matériaux terrestres. C'est-à-dire que vous allez avoir des enveloppes qui, à l'intérieur d'un ensemble, vont avoir des individualités. Mais à la partie supérieure et à la partie inférieure, il y a des discontinuités majeures qui séparent des matériaux à comportement tout à fait différents. Ça va s'arrêter, j'espère. Alors voilà. Voilà une coupe qui vous montre comment fonctionne la convection. Alors, voyez, vous avez ici de la croûte continentale, qui est relativement légère, 2,9, de la croûte océanique ici, qui est un peu plus lourde, 3,3. Puis ensuite, vous avez le manteau, ici, qui est solide à visqueux. Il est solide à sa partie supérieure et visqueux à la partie inférieure. Et vous voyez que les matériaux qui se déplacent en relation avec la convection, avec les courants de convection, ils viennent de la lithosphère où ils sont froids, ils s'enfoncent dans les zones de subduction ici, entre croûte océanique et croûte continentale, croûte océanique lourde, croûte continentale légère, et ils s'enfoncent, ils vont en profondeur jusqu'au manteau inférieur. Alors, ici, vous avez un mouvement avec une subduction de droite à gauche, et ici, vous avez une autre subduction, cette fois de gauche à droite. Et
lorsque les matériaux arrivent ici, compte tenu de la température, ils sont de nouveau totalement mobilisables, légers, très chauds, et par conséquent, ils vont être entraînés vers le haut, de nouveau vers la croûte. Alors, cet entraînement s'effectue essentiellement au niveau de panaches qui vont donner naissance à des points chauds. Je vais vous montrer des points chauds. Et les zones d'extension qui sont ici, les dorsales, elles traduisent des écartements de plaques, mais superficiellement. Ça ne descend pas jusqu'au noyau ici. Et ces mouvements ici que l'on voit à l'intérieur du manteau dans son ensemble, qu'on appelle les cellules de convection. Cellules de convection. Autrement dit, les matériaux vont remonter à la surface par l'intermédiaire des points chauds, vont participer à l'élaboration de la croûte océanique et de la croûte continentale, et puis lorsqu'ils arriveront dans des zones de subduction, où les croûtes ici océaniques viennent au contact de croûtes continentales plus légères, à ce moment-là, les matériaux vont s'enfoncer de nouveau. Et ça va donner donc de la convection, comme ça. Alors voilà une autre coupe qui vous montre, là je regrette que la convection, vous voyez, on a l'impression que les cellules de convection sont superficielles. Il faut qu'elles descendent jusqu'en bas du manteau, du manteau, c'est ça. Donc ces flèches-là devraient aller beaucoup plus en profondeur. Alors voilà justement comment fonctionne la croûte et le manteau. Vous voyez que la croûte ici, elle est étroite, mais dense, faite de basalte essentiellement, et elle s'écarte au niveau des dorsales océaniques ici. Et puis, la croûte refroidie, elle arrive au niveau d'une croûte continentale ici, appartenant à une plaque voisine, et comme elle est plus courte, elle passe dessous. Elle s'enfonce ici pour alimenter, si vous voulez, la subduction. Bon, là, il y a un phénomène un peu particulier dont je parlerai un peu plus tard. Donc, vous voyez, cette image est à peine un peu en contradiction avec la précédente. Je l'aime moins parce qu'on a l'impression que tous les matériaux qui se sont enfoncés dans le manteau au niveau du plan de subduction sont régénérés au niveau des dorsales. Alors qu'en fait, ils sont régénérés au niveau des dorsales, mais aussi et surtout au niveau des points chauds. Parce qu'on va voir comment se comporte une dorsale, c'est pas une ligne droite, hein. C'est une zone de cassure avec une multitude de failles. Et alors, vous voyez que les volcans qui sont ici, ils se situent dans la zone où la plaque continentale chevauche et où on est en extension. Pour faire du volcanisme, il faut faire de la place au niveau de la croûte. Et c'est pour ça qu'il y a du volcanisme, d'une part ici au niveau des points chauds, et d'autre part ici au niveau des plaques chevauchantes, par exemple dans la cordillère des Andes ou dans les Rocheuses nord-américaines. Voilà quelque chose d'important qui est une déduction de ce que l'on a découvert dans les années 60. C'est, si vous voulez, la mesure de la vitesse d'expansion océanique. Là, on est dans une zone où les deux croûtes océaniques en bleu, ici, s'écartent, selon les flèches. Et ici, on a des matériaux chauds qui arrivent de la partie supérieure du manteau et qui vont au contact, en général au contact de l'eau de mer, ici, vont se refroidir et se consolider pour donner des basaltes. Et vous voyez que
la croûte, un certain nombre de bandes bleu clair ici, que vous retrouvez ici. Des bandes bleu foncé également. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a découvert assez récemment. C'est que la croûte terrestre est animée d'un champ magnétique. Ce champ magnétique qui est ici, il est lié à l'origine tellurique de la Terre, c'est-à-dire au fait que le manteau et le noyau ne se déplacent pas à la même vitesse. C'est comme une dynamo, si vous voulez. Donc ça ne se déplace pas à la même vitesse et par conséquent, ça génère des champs magnétiques. Et ces champs magnétiques, eh bien, ils respectent la logique de la boussole, c'est-à-dire qu'ils s'en vont toujours vers le pôle nord, ici. Les ondes électromagnétiques s'en vont vers le pôle nord, ici. Voilà. Et alors, le champ magnétique s'inverse périodiquement. C'est-à-dire que, à certains moments, le pôle nord géographique est au niveau du pôle nord magnétique, et à d'autres moments, le pôle nord géographique est au niveau du pôle sud magnétique. Vous voyez, ça s'inverse périodiquement, et avec une logique que l'on va trouver ici. Là, on cartographie tout simplement les inversions de champs magnétiques. Et vous voyez que ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ici le champ magnétique, quel qu'il soit, reste immuable, et d'autres périodes où il change plus brusquement. Ça n'est pas lié à une différence dans l'extension océanique, dans la vitesse de déplacement de la croûte océanique. C'est lié au caprice du temps, finalement. Le comportement des relations, les relations entre le manteau et la croûte, ce n'est pas une science exacte. Ça évolue au fil du temps. C'est ça l'histoire géologique d'une planète. Il y a des règles générales, mais des applications concrètes locales avec des paramètres qui changent, qui varient en permanence. Alors voilà l'image d'une dorsale. La dorsale, ici, médio-océanique, qui est ici, vous voyez, qui passe par l'Islande. Là, on a la plaque de l'Amérique du Nord, et ici, la plaque eurasienne, et ici, la plaque africaine. Alors, vous voyez que cette dorsale, cette espèce de peau d'iguane ou de crocodile, elle n'est pas homogène. Il y a un axe central, qui est l'axe d'ouverture, qui est ici, mais il y a ensuite toute une série d'accidents qu'on appelle des failles transformantes. Elles transforment le comportement de la dorsale, et c'est le long de ces failles transverses que vont apparaître ici des points chauds qui vont donner naissance à des îles. Alors, l'intérêt de la croûte océanique de l'océan Atlantique au niveau de la dorsale, c'est qu'elle traverse... bon, là, on a les âges. Bon, on voit très bien, ici, on est à 170 millions d'années en rouge. Ici, en jaune, entre 100 et 60 millions d'années. En vert, entre 65 et 23. Et en bleu, entre 23 et 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que plus on se rapproche de l'axe de la dorsale, et plus les terrains, les basaltes de la croûte océanique sont jeunes. Donc, c'est bien à partir de la dorsale médio-océanique que se crée la croûte océanique. Alors, l'Islande, voilà une carte géologique simplifiée de l'Islande. C'est une île qui est relativement jeune. Les terrains les plus anciens datent de l'Oligocène, d'il y a à peu près 25 millions d'années. Et actuellement, il y a des
volcan qui crache des laves, qui montre que à gauche, ici, une plaque occidentale, eh bien, elle s'écarte progressivement de la droite d'une autre plaque continentale. Alors, il se trouve que à droite, c'est la plaque eurasiatique et à gauche, c'est la plaque nord-américaine. Par conséquent, l'Islande se situe pile sur une dorsale. Et vous voyez à travers cette carte géologique, le rose, ce sont les terrains qui sont les plus récents, ici, qui sont près des axes des dorsales. Vous voyez que les traits noirs qui sont là marquent des fossés, c'est-à-dire en même temps que la lave arrive à la surface, eh bien latéralement ça s'effondre. Il y a des fossés. Et ce que l'on voit surtout, c'est que cette dorsale est composée d'un certain nombre de relais. Alors à l'échelle de l'Atlantique, il y a des dizaines de milliers de relais. Et à l'échelle de l'Islande, vous voyez que vous avez 3 relais, c'est-à-dire des endroits où la croûte s'ouvre selon cet axe ici, ici selon la même orientation, mais avec un certain décalage qui peut être localement ponctué par du volcanisme. Autrement dit, c'est quelque chose, je ne pense pas que l'on ait encore une cartographie précise de la totalité des dorsales. Mais enfin, on y travaille et on avance également. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça résulte de la découverte du fonctionnement des dorsales dans les années 60, tectonique des plaques, années 60. Donc c'est récent. Quand j'étais étudiant, on ne m'enseignait pas la tectonique des plaques. Alors voilà quelques images de l'Islande. Elles sont un peu anciennes, mais enfin. Alors, vous voyez, ici on a la mer. Ça, c'est le continent américain, nord-américain. Et ici, vous avez l'une des nombreuses failles qui affectent le basalte et dont le jeu se traduit par des basculements de blocs. En général, ça bascule vers l'extérieur, vers l'Amérique du Nord ou vers l'Europe, en général. Alors, voilà un exemple également, toujours en Islande, d'éclatement du basalte sous un lac. L'eau du lac occupait cet ensemble-là et le basalte s'est refroidi et sous l'effet de la pression de l'eau a éclaté, finalement. Alors, l'Islande, c'est le pays des geysers, puisque ce que nous appelons geyser vient du mot geysir en Islande, c'est-à-dire des endroits où finalement, à l'échelle d'un petit lac, fonctionne un point chaud en profondeur, en relation plus ou moins étroite avec la dorsale. Alors il y en a beaucoup de ces geysirs en Islande, et certains apparaissent même sous l'eau de mer. Et il y a également du volcanisme, en particulier dans le Vatnajökull. Ça, c'est un volcan qui se situe dans l'axe de la dorsale, dans la partie nord-orientale de l'Islande. Et ça, c'est la glace qui arrive dans l'océan Atlantique. Autrement dit, l'Islande se comporte actuellement comme une dorsale, mais cette dorsale est émergée. Et ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe en profondeur. Alors, comment expliquer donc cette convection et ces mouvements de plaques? C'est Wilson qui nous donne les informations majeures. Il a inventé le cycle de Wilson
Et vous voyez, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près. C'était un géologue géophysicien canadien et il a mis en évidence la notion de pongée et montré que le passage d'une pongée à une autre pongée s'effectuait par un cycle que l'on a appelé le cycle de Wilson. Alors, vous voyez que ce cycle, il dure de 400 à 600 millions d'années. Alors voilà, je vais essayer de m'arrêter quelques instants là-dessus. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de la tectonique des plaques. Vous voyez, on part ici, c'est un schéma, hein, on a un continent unique, mettons la Pangée, entouré d'un océan. C'est toujours le cas sur Terre puisqu'il y a de l'eau, il y a des océans et par conséquent, si les continents se rassemblent quelque part, ils sont forcément entourés d'océans. Voilà. Alors, vous voyez qu'on a représenté ici 3 plaques. Voilà, qui se rejoignent au centre de la Pangée. Ça, c'est à 0 million d'années. 200 millions d'années après, voyez les flèches. L'océan est en train d'occuper la partie centrale de l'ancienne Pangée. Pourquoi? Eh bien, parce que les 3 plaques qui sont ici, elles sont animées par la subduction. C'est-à-dire que l'orangé, le jaune qui est ici, il va s'enfoncer sous l'orangé, puisqu'il est plus lourd et fait de basalte. Même chose ici, même chose là. La subduction est le phénomène majeur qui permet la création et l'évolution de l'océan, représenté en violet. Ici, vous voyez, après 300 millions d'années, il y a un certain équilibre qui... Vous voyez les 3 continents ici, l'océan qui est ici, la subduction qui est ici, mais la subduction va s'accentuer rapidement, ce qui fait que les 3 continents qui sont ici vont se rapprocher selon les flèches qui sont ici. Vous voyez, c'est une question de vitesse de déplacement entre l'expansion océanique et la subduction. Et c'est le fait que la subduction soit plus importante qui fait que eh bien, les continents vont se rapprocher de nouveau pour constituer une nouvelle Pangée. Mais cette nouvelle Pangée ne va pas être au même endroit que la précédente. Parce que ça, évidemment, c'est très, très théorique. Voilà le cycle de Wilson et ça nous permet de comprendre très facilement ce qui se passe aujourd'hui et surtout ce qui s'est passé par le passé et ce qui doit normalement se passer à l'avenir. Donc ça change tout. Alors voilà une autre illustration du cycle de Wilson. Vous avez ici un continent qui a son histoire, peu importe, avec de la croûte continentale épaisse et légère. Et latéralement, vous avez de la croûte océanique en noir qui est plus fine et plus lourde. À l'étape suivante qui est ici, vous voyez que les 2 éléments qui constituaient la plaque continentale s'écartent ici au niveau d'une ride océanique naissante. Pourquoi ça? Eh bien parce que ici, au bout du trait noir, et ici à droite, la subduction qu'elle emporte finalement
ces deux éléments de plaque avec ces deux marges océaniques. Le géologue travaille beaucoup dans ce domaine-là parce que c'est ce qui lui permet de comprendre finalement le cycle de Wilson. Vous voyez, ici, on est arrivé à la création d'un océan Atlantique ou Pacifique. Vraiment, l'extension a été des deux côtés importante. Ici, étape suivante, vous voyez que la subduction qui est ici devient plus importante que la création de croûte océanique au niveau de la dorsale, et par conséquent, les deux continents vont de nouveau se rapprocher pour constituer une nouvelle Pangée. Ici, on a représenté, si vous voulez, les deux anciennes plaques qui sont entrées en collision et puis en subduction entre eux. Et voilà, d'ici à là, voilà un cycle de Wilson complet, 400-600 millions d'années. Ça veut dire que au cours des 3,5 milliards d'années de la Terre, il y a eu beaucoup de cycles de Wilson qui se sont opérés, se sont produits. Alors, on va appliquer le cycle de Wilson à notre Pangée, celle sur laquelle nous nous trouvons maintenant. Alors, voilà la naissance de la Pangée, ici, qui était une réalité il y a 250 millions d'années au début de l'ère secondaire. Et cette Pangée qui est ici, eh bien, elle résulte du rapprochement des plaques. Et là, on n'a pas représenté les limites de plaques, c'est un peu dommage. Maintenant, on arrive quand même à plus de précision. Mais enfin, l'idée est la même. Ici, on a des continents séparés, c'est-à-dire des plaques isolées les unes des autres. Et puis, du fait des mouvements de convection, ces plaques se rapprochent et vont donner une Pangée. C'est la Pangée sur laquelle nous allons nous appuyer pour étudier le comportement actuel de toutes les plaques. Donc, cette Pangée existait avec le pôle sud, le pôle nord, et il se trouve qu'elle se situait essentiellement au niveau de l'équateur. Mais il y a d'autres Pangées qui se situent à des positions tout à fait différentes. Et voilà les exemples que je vous propose et qui permettent de comprendre justement comment ces Pangées se forment, se détruisent à partir des mouvements de convection et des comportements de la croûte et du manteau terrestre. Alors il y a différentes étapes. Ici, vous voyez le début de la séparation de deux plaques continentales. Ça va être l'exemple du rift où une mer est en train de se créer. Ensuite, ici, on a un domaine océanique qui s'est créé avec une petite dorsale. C'est l'exemple de la mer Rouge. Ici, on a des subductions. Cette subduction, elle est océanique au niveau du Japon et des Antilles, c'est-à-dire que l'on a de la croûte océanique qui s'enfonce sous une autre croûte océanique. Ici, au contraire, c'est l'exemple général, dans la cordillère des Andes, eh bien, la croûte océanique en bleu et vert s'enfonce sous la croûte continentale ici. Et puis ici, on a la collision continentale. L'exemple des Himalayas est assez extraordinaire parce que on a là plusieurs morceaux de Pangée qui sont venus les uns contre les autres, puis les uns sur les autres. Ce n'est pas à l'échelle d'une chaîne de montagne, c'est à l'échelle des plaques que ça se situe au niveau des Himalayas. Alors, première étape, la déchirure continentale. Ça, c'est le rift de l'Afrique de l'Ouest.
de l'Afrique de l'Est, pardon. Rift, en anglais, ça veut dire déchirure. To rift, c'est déchirer. Alors, vous voyez que depuis Djibouti, ici, jusque presque à Madagascar, ici, il y a toute une série de failles représentées en rouge qui jouent actuellement, et elles jouent en distension. C'est-à-dire que entre ces systèmes de failles, la croûte terrestre a tendance à s'effondrer. Elle est donc occupée par des lacs, et il y a également développement de volcans, puisque la croûte terrestre est en train, marine est en train de s'améliorer. Par conséquent, le volcanisme est favorisé, comme on va le voir pour la ceinture circumpacifique. Maintenant, la création d'une croûte océanique, c'est l'exemple de la mer Rouge qui est ici. La mer Rouge est en train de se développer entre la plaque africaine qui est à gauche, ici, et la plaque de l'Arabie saoudite, la plaque saoudienne qui est à droite, laquelle va s'enfoncer sous la plaque eurasiatique ici, au niveau des montagnes essentiellement du Zagros, au niveau des montagnes de l'Iran. Et on verra tout à l'heure dans la région de l'Oman comment cette ouverture de la mer Rouge se traduit dans cette bordure orientale de la plaque d'Arabie saoudite. Alors, voilà en Égypte la bordure de la mer Rouge, qui est une mer en extension, en train de se créer, avec toute une série de failles, qui sont des failles normales, qui traduisent l'amincissement crustal au niveau de la mer Rouge, de cette mer Rouge où l'écorce, la croûte océanique est mince, relativement mince. Les points chauds, maintenant. J'ai pris l'exemple des Canaries. Ces points chauds qui se développent ici, eh bien, ils se sont mis en place en relation avec le fonctionnement de la dorsale médio-océanique de l'océan Atlantique. Il y a là tout un enchaînement de volcans. Certains sont d'ailleurs actifs encore aujourd'hui et qui ont une chronologie qui traduisent à la fois le développement de la faille qui est ici de droite à gauche et également le fonctionnement de la dorsale. C'est-à-dire que les volcans les plus anciens sont près de la dorsale et les volcans plus récents sont plus loin de la dorsale. Ça veut dire que la déchirure qui est ici se développe vers la gauche. Alors voilà un exemple à Tenerife du Teide, bon, qui est un magnifique volcan auquel on accède par téléphérique et qui traduit justement une activité récente. Vous voyez, dernière éruption en 1909, donc c'est très récent. Et voilà la position des îles Canaries par rapport, vous voyez, l'Afrique est ici, par rapport à la dorsale atlantique. Oui, la plus ancienne est ici au niveau de Fuerteventura et la plus récente est ici au niveau del Hierro. Voici le volcan de la Palme qui est entré en éruption la dernière fois. Alors, je me rends compte que je vous ai dit une bêtise. Tout à l'heure, j'ai dit l'inverse. Hein? Voilà. Le volcanisme le plus récent est le plus près de la dorsale. Excusez-moi. Alors, maintenant, nous avons vu comment l'océan s'ouvrait
nous allons voir maintenant comment il se ferme en faisant fonctionner la subduction. Alors la subduction, l'exemple le plus caractéristique, ce sont les Rocheuses d'Amérique du Nord ou la cordillère des Andes en Amérique du Sud. C'est-à-dire que la plaque ici, de océanique s'enfonce sous la plaque continentale de l'Amérique du Nord, et entre les deux, il y a une fosse très profonde qui est ici. Alors ça fonctionne pour l'Amérique du Nord, mais ça fonctionne aussi pour l'Amérique du Sud. Alors je vous ai mis cette image parce que cette traversée qui est ici vaut vraiment son pesant d'or au point de vue géologique. On part de Mendoza en Argentine et on arrive à Valparaiso, à la capitale du Chili, qui s'appelle je ne sais plus comment, ici, mais on traverse toutes les unités qui composent la cordillère des Andes, chacune avec son histoire géologique propre. Et tout cet ensemble-là chevauche la plaque pacifique qui est ici la plaque de Nazca. Alors voilà ce chevauchement. Vous voyez ici la subduction océanique, la plaque Nazca, qui est une plaque lourde, océanique, basaltique, s'enfonce sous la plaque sud-américaine, ici, qui elle est continentale et plus légère. Et alors, la cordillère des Andes, ce sont les effets en compression, en profondeur et en distension en surface qui constituent donc cette cordillère des Andes qui est absolument fantastique. Alors voilà une vue de la cordillère des Andes depuis les vignobles de l'Argentine de l'Ouest, dans la région de Mendoza, où les vins sont fabriqués à partir de terroirs en Malbec. Le Malbec, il est d'origine espagnole, et là, tout le vignoble de la région de Mendoza, en Argentine, est fait à partir de ce Malbec. Et le gros avantage de l'Argentine, c'est qu'ils ont la possibilité d'irriguer d'irriguer parce que le terrain est très sec, donc il faut irriguer pour avoir du raisin, et on irrigue beaucoup. La cordillère des Andes offre de l'eau et par conséquent on a des rendements extraordinaires. Alors voilà, alors ce qui est extraordinaire, c'est ça. Même quand on n'est pas géologue, on arrive à comprendre qu'il se passe quelque chose là. Vous voyez à droite, ici, vous voyez des conglomérats qui ont été déposés par un ruisseau et qui fonctionne actuellement. Et ici, on a des terrains qui sont beaucoup plus anciens et qui viennent chevaucher, comme je l'indique ici. Vous voyez, le Miocène, 15 millions d'années, chevauche le Quaternaire. Il n'y a pratiquement pas de tectonique récente, les couches sont restées horizontales, mais celles-ci sont violemment plissées et les chevauchent. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des terrains extrêmement récents. On n'a jamais ça dans les Pyrénées. Alors, l'intérieur de la cordillère des Andes, c'est tout un tas d'unités parallèles les unes aux autres, parallèles à la cordillère des Andes, c'est-à-dire à peu près nord-sud, qui sont séparées par des fossés d'effondrement, par des fossés, ici, le fossé de Calingasta. Voilà d'autres aspects des Andes. Ici, on est dans la cordillère frontale, c'est-à-dire très près de l'axe de la cordillère avec la Concagua. Alors, ce qui est extraordinaire,
c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, c'est de cette rivière, elle naît sur la faille, il naît sur la faille. Ça veut dire que la faille est active également. Et le ruisseau qui est ici, eh bien, il enlève tous les matériaux au fur et à mesure. Donc, c'est de la tectonique actuelle qui s'opère dans ces régions-là. Ni dans les Alpes, ni dans les Pyrénées, on a ces phénomènes-là. Il faut aller dans les Himalayas. Alors, voilà le majestueux Aconcagua, que l'on voit très bien si l'on suit la route du célèbre explorateur anglais, je sais plus. Et on arrive ici dans la partie occidentale de la cordillère des Andes, au niveau de la cordillère côtière, au Chili. Et alors, ce que l'on voit, c'est cet empilement de terrains, avec les terrains plus jeunes en jaune ici, qui correspondent à un prisme d'accrétion, c'est-à-dire que, en même temps que la subduction fonctionne ici, vous voyez, la subduction. Ça, c'est la plaque Masca qui s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Au fur et à mesure que ça s'enfonce, eh bien, il y a une fosse qui se crée ici, et cette fosse est alimentée en sédiments par l'érosion de la cordillère ici. Et ce prisme en jaune qui est ici, c'est un prisme d'érosion au niveau de la cordillère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tectonique actuelle, extrêmement active, qui s'opère. Et alors, comme la subduction est tellement rapide, eh bien, on a de la croûte froide très riche en eau, qui était l'ancienne croûte pacifique ici, qui va se trouver réchauffée et qui va laisser passer son eau et qui va contribuer au développement du volcanisme de l'Aconcagua dans cette région-ci. Et voilà, ici au Chili, le prisme d'accrétion tectonique qui a fonctionné au cours des temps, c'est-à-dire des couches sédimentaires empilées les unes sur les autres qui remplissent la fosse qui se situe en avant des Andes à une vitesse absolument phénoménale. L'exemple du Japon est un peu particulier parce que c'est de la subduction, mais entre deux croûtes océaniques. Ici, c'est pas très bien représenté. Il faudrait imaginer un peu de verre ici. Voilà. Là, vous avez un peu de croûte océanique ici. Ici, de la croûte océanique également. Celle-ci est plus lourde, s'enfonce dessous. D'où la création d'îles essentiellement volcaniques. C'est le Japon. Ça, c'est le Japon. Alors, vous voyez dans quelles conditions, dans quelle position d'instabilité se situe ce pays. Et en plus, la subduction ne s'effectue pas dans une seule direction. C'est-à-dire que la plaque pacifique que vous avez ici, eh bien, vous voyez, je remarque qu'ici, on a représenté de la croûte océanique. C'est très bien. Donc, la plaque pacifique qui est ici, elle est lacérée, traversée par des grandes failles transformantes transverses qui font qu'il y a plusieurs petites plaques océaniques qui jouent, évidemment, ce qui fait que le Japon, il est affecté par cette subduction qui est ici, la subduction de la plaque océanique pacifique sous la plaque eurasiatique, mais également par le jeu en décrochement ici. Et les jeux en décrochement, ce sont les pires décrochements. Quand il y a des tremblements de terre, si vous avez compression ou distension, c'est dangereux, mais pas trop. Les mouvements les plus dangereux, ce sont les mouvements de collision, de transtension, comme ceci, comme celui qui s'est produit dans les Atlas marocains
il y a quelques semaines. Et voilà le Fujiyama qui, évidemment, comme tous les volcans, est associé à la subduction. Il se situe sur la plaque chevauchante, la plaque du Japon, qui est distensive à sa partie supérieure et comprimée dans sa partie inférieure. Alors, la collision. Nous arrivons maintenant à la collision, c'est-à-dire que la subduction a été tellement importante que les continents qui étaient éloignés et séparés par l'océan vont petit à petit se rapprocher du fait de la subduction. Un exemple particulier de la subduction, c'est l'obduction. L'obduction que je vais vous montrer à partir de l'exemple d'Oman. C'est-à-dire que on a ici une cicatrice entre deux croûtes continentales, ici une croûte continentale à gauche, ici une croûte continentale à droite. Ici, on est sur la plaque africaine, si on se situe par rapport à l'Oman, sur la plaque pas africaine, sa dépendance, la plaque saoudienne, de l'Arabie saoudite finalement, et ici on est sur la plaque eurasiatique, disons iranienne au sens large, parce qu'à l'intérieur de la plaque eurasiatique il y a des coupures. Donc, pendant un certain temps, ces deux plaques étaient séparées par un océan avec une dorsale médio-océanique. Et puis ensuite, le déplacement de l'Afrique en direction du nord, selon cette flèche qui est ici, a fait que la plaque saoudienne qui est ici s'est enfoncée sous la plaque ici iranienne en coinçant ici la croûte océanique. Autrement dit, on a non seulement subduction océanique, mais en plus rapprochement et collision de deux croûtes continentales appartenant à deux plaques différentes. Alors voilà où on se situe. Vous voyez la plaque iranienne qui est une dépendance de la plaque eurasiatique, la plaque de l'Arabie saoudite, et nous sommes ici au niveau du sultanat d'Oman. Alors voilà une carte géologique très simplifiée du sultanat d'Oman. C'est le paradis des géologues, l'Oman. C'est le paradis des géologues, pourquoi? Parce que, vous voyez ce que j'ai entouré ici de rouge, qui est ici. Et là, ce sont des morceaux de croûte océanique qui sont passés par-dessus la plaque qui est ici, la plaque arabique. Le jaune appartient à la plaque arabique, mais le gris et le bleu appartiennent à l'ancienne croûte océanique qui a disparu du fait du rapprochement des plaques. Et ça, ce sont des montagnes, c'est plus de... c'est 200 km à peu près. Et vous voyez, même plus, vous voyez l'échelle, 100 km. Donc vous avez des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de montagnes faites de morceaux de croûte océanique passés par-dessus la croûte continentale. Alors, je vais vous montrer quelques images. Voilà, d'abord une série de coupes que l'on lit de bas en haut. Vous voyez ici, on a la dorsale océanique qui joue. Là, la plaque africaine ou arabique, et la plaque iranienne serait par ici. Donc, on est en distension et la dorsale fonctionne ici. Et là, on a des dépôts qui se situent en marge de la plaque arabique. Puis ici, vous voyez que le mouvement s'inverse du fait de l'accélération du mouvement vers le nord de la plaque africaine. Ce qui fait que il y a, à l'emplacement de l'ancienne
dorsale médio-océanique, une subduction qui est ici. Cette subduction est de type B, parce que c'est croûte océanique sous croûte océanique, type B. Le mouvement s'accentue avec ici de l'écaillage au niveau de la croûte océanique. Et puis ici, voilà la situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des morceaux en rouge ici de l'ancienne bordure continentale et surtout en gris-vert ici de la croûte océanique qui était associée à la plaque arabique et qui passe associée à la plaque iranienne et qui passe par-dessus la plaque arabique. Et ça, à l'échelle d'un pays. Alors, voilà, là, on se situe sur la plaque arabique et il y a des kilomètres de série. Les couches sont pratiquement horizontales, plates, et c'est par-dessus tout ça qu'il faut imaginer aller chercher les ophiolites de la croûte océanique. Et ça, c'est le relief actuel, aujourd'hui, avec de très profondes vallées. C'est le paradis du géologue, il suffit de se baisser pour casser du caillou. Voilà les fameuses ophiolites au niveau de la ville de Mascate. Vous voyez que ce n'est pas un petit pain de rien du tout. Ce sont des montagnes et il faut imaginer que les matériaux qui constituent ces montagnes de l'Oman, ici au niveau de Mascate, il faut imaginer que ces matériaux se sont formés sous la mer dans une croûte océanique qui a disparu. Alors, voilà la preuve du fonctionnement de la croûte océanique. Ça, ce sont des basaltes, plus ou moins en boudin, des coulées de basalte. Il y en a en veux-tu, en voilà. Et ces dépôts qui sont là, qui sont impliqués dans les nappes, ils se sont formés au fond de la mer avant, lors du fonctionnement de la dorsale. Et voici en avant, donc, de ces nappes d'ophiolite, voici les terrains qui sont ici, qui sont violemment plissés et qui correspondent à la marge de l'ancienne plaque arabique qui a été entraînée par le chevauchement de la région de l'Oman. Autrement dit, c'est à l'échelle d'un pays une subduction continentale tellement importante que ça donnait une obduction. La croûte océanique est passée par-dessus la croûte continentale. Alors nous continuons maintenant, nous allons presque achever notre cycle avec les Himalayas. Alors je dis les Himalayas, certains parlent de Himalaya, mais je peux vous dire qu'au point de vue géologique, il y a plusieurs ensembles tout à fait différents les uns des autres qui justifient l'appellation les Himalayas. Alors, cette chaîne-là, elle est immense. Hein, ça fait 13 à 15 000 kilomètres de long. Ici, on est en Chine. Ici, on est en Inde. Et là, on est dans le Tibet. Alors, je vais vous montrer quelques images du Tibet qui vont vous permettre de comprendre comment la collision s'est opérée au niveau des Himalayas. Disons tout de suite que l'on a plusieurs plaques d'âges différents qui se chevauchent, les unes les autres. On a la plaque indienne qui est ici. Où est-ce que... La plaque indienne qui est ici, qui s'enfonce sous la plaque eurasiatique. La plaque indienne, c'est une méga plaque. Et la plaque eurasiatique, c'est un mastodonte qui se bouge très difficilement. C'est pour ça que dans la zone intermédiaire, ici, sur à peu près 1 millier de kilomètres. Ce n'est pas les Pyrénées, ce n'est pas 200 ou 300 kilomètres. Hein. C'est sur 1 millier de kilomètres de largeur et 10 000 kilomètres de longueur que l'on a cette histoire-là de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique, avec
tout un tas de failles et de chevauchements qui sont représentés ici en noir. Et puis, cette zone ici, dont je vais vous montrer quelques images, parce que c'est une zone éminemment sismique. Une zone où la terre tremble en permanence. Cette zone sismique traverse toute la Chine jusqu'à la Mongolie inférieure. Alors, voilà quelle était la position de la Chine, ici, par rapport à l'Inde, ici, il y a 150 millions d'années. À l'échelle des temps géologiques, ce n'est pas beaucoup. Alors, la Chine, je n'entre pas dans le détail, mais si ça vous intéresse, on pourra faire une conférence sur la Chine, si vous voulez, ou deux. Et il faut dire que c'est un pays qui a une très longue histoire géologique, et avec des continents, des mers qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Et en particulier au niveau des Himalayas ici, du fait de la migration de l'Inde en direction du nord. Alors, vous voyez ici à gauche la migration de l'Inde, ici. Et ici, il y a à peu près combien 70 millions d'années. Et ici, c'est la position actuelle. Et vous voyez que la migration progresse. C'est-à-dire que l'Inde continue à s'enfoncer dessous. Pourquoi? Eh bien, parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais au niveau de l'ensemble de la croûte, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que les chaînes de montagnes sont placées dans l'hémisphère nord, je vous l'ai dit ça peut-être, et les croûtes océaniques, les océans sont dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud est en extension, l'hémisphère nord en compression. Et plus la compression va évoluer, plus il y aura de chaînes de montagnes hautes dans l'hémisphère nord. Et la migration de l'Inde vers le nord, ce n'est rien d'autre que l'illustration à travers une plaque de l'expansion et de la migration de l'océan Pacifique, de l'océan Indien, par contre, en direction du nord. Alors, ça donne effectivement toute une série de grandes unités qui se chevauchent les unes les autres. Voilà, une coupe qui est un peu plus détaillée, si vous voulez, et qui va ici de Katmandou jusqu'à Lhasa, ici. Et vous voyez, ça c'est le tertiaire de l'Inde, avec les chaînes de Siwalik qui s'enfoncent sous la plaque eurasiatique qui est quelque part ici. Et là, on a le bord sud des Himalayas, parce que Lhasa, c'est pas le nord de l'Himalaya, c'est le centre des Himalayas. Donc il y a encore beaucoup de place pour d'autres unités. Alors ce que l'on voit sur cette coupe, c'est, si vous voulez, non pas la complexité, l'Himalaya est une chaîne tectoniquement simple, mais la multitude des unités en jeu. Il y a, vous voyez, j'ai représenté ici les grandes failles. Par exemple, ici, vous avez la faille de l'Everest, qui est ici. Ça, c'est le mont Everest. Donc, il y a toute une série de copeaux, d'écailles, de croûtes. Alors, la croûte, elle est continentale, mais également, elle est océanique. Ici, en bleu. Et là également, ça veut dire qu'on a des restes des anciens océans qui séparaient les plaques qui ont été impliquées peu à peu dans les Himalayas. C'est dire l'intensité des déplacements. Mais encore une fois, les Himalayas, c'est une chaîne de montagnes simple, mais difficile à atteindre, difficile à étudier. Alors voilà le Komolangma, c'est-à-dire le mont Everest, qui est vu ici depuis le refuge, ici. Ce que l'on voit là, je vous rassure, je ne suis jamais monté à l'Everest. Ce que l'on voit là,
On a l'impression d'avoir des terrains qui sont pépères, qui se superposent les uns aux autres, vous voyez, presque à plat. Et en fait, ça, ce sont des terrains du Paléozoïque, du Dévonien et du Carbonifère, c'est-à-dire 350 à 300 millions d'années, qui sont impliqués dans la nappe. Et il faut imaginer que là-dessous, on a du tertiaire appartenant à la plaque indienne. Alors, les terrains tendres qui séparent les terrains durs. Les terrains durs, ça va être les granites, ça va être les calcaires. Les terrains tendres, ça va être les flysch, les argiles, les marnes, etc. Ça, ce sont des grès argileux. Eux, ils ont amorti les secousses. Et vous voyez ici, en particulier, la complexité de ces flysch du Jurassique, c'est-à-dire d'il y a environ 120-140 millions d'années. Alors, vous voyez, il y en a un paquet énorme, mais qui sont comprimés en accordéon, parce que, évidemment, étant plus tendres que les matériaux tels que les granites ou les calcaires, eh bien, ils ont amorti le choc. Alors voilà les ophiolites. Les ophiolites himalayennes, c'est-à-dire des lambeaux d'anciennes croûtes océaniques, tels que les ophiolites que nous avons vus à Noman, ou également dans la cordillère des Andes. Donc il y en a des paquets énormes. Voilà un massif de granit avec le Potala à Lhasa. Vous voyez, on a un granit qui est ici, qui est un granit crétacé, qui est relativement récent. Et pour terminer cette histoire des Himalayas, quelques images pour vous montrer que c'est une région où la terre tremble en permanence. Alors, on a dans la partie orientale des Himalayas, ici, vous voyez Chengdu ici, dans le Xinjiang, et ici on a le Tibet, et là on a une zone de faille très importante qui traverse toute la Chine. Voilà les effets à Beichuan, les effets du tremblement de terre qui a eu lieu en mai 2008, c'est-à-dire il y a 15 ans à peu près. Et une ville de 28 000 habitants, ici, a été rayée de la carte. Vous voyez ici la partie centrale de la ville de Beichuan, qui a été recouverte, où les immeubles ont été recouverts par une coulée de terre et de blocs venus de la montagne qui est juste à côté. Alors, c'est une ville martyre que l'on visite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 7000 cadavres là-dessous, que l'on visite avec un guide qui vous montre finalement les différents aspects. Et en tant que géologue, j'ai été séduit parce que j'ai compris tout un tas de choses, en compatissant évidemment à la détresse de ces gens-là. Les habitants qui ont subsisté sont logés dans une petite ville à côté, à une dizaine de kilomètres. Alors voilà les immeubles, certains, ça c'est un immeuble qui a été renfloué par le Japon. Vous voyez, on les a maintenus à flot parce que, c'est triste à dire, on les visite. On visite cet endroit-là. Il y a un endroit où on visite une école et l'école a été démolie, la cour complètement avec des voitures écrasées les unes contre les autres, et seul le panneau de basket a subsisté, et ils ont mis un panneau chinois.
Et il y a également un centre de recherche également sur les tremblements de terre, ici. Bon, je n'insiste pas. Alors, voyons maintenant la succession cyclique des Pangées. Quelle heure il est? Oui, mais il est temps d'arrêter. Alors, cette carte qui est ici vous montre avec des couleurs différentes des épisodes de déformation qui ont engendré des Pangées différentes. Alors, vous avez ici les chaînes récentes, c'est-à-dire la cordillère des Andes, les montagnes rocheuses, les Alpes, les Himalayas, ici, la région du Kamchatka, les îles de la Sonde, ici. Donc, ça, ce sont des chaînes de montagnes qui jouent actuellement sous forme de subduction, de collision, etc. Puis, vous avez en vert clair ici, il y en a également ici dans les Appalaches, vous avez des terrains qui ont déjà été impliqués dans la chaîne hercynienne et qui ont participé à la création de la Pangée hercynienne. Puis ici, vous avez des terrains en bleu, ici, puis en bistre, puis en jaune, puis en rouge, puis en vert. Tous ces terrains-là, ce sont des fossiles vivants, c'est-à-dire des endroits où l'on peut observer des éléments d'interprétation qui permettent de rattacher les structures à une Pangée donnée. Et la Pangée la plus ancienne, avec des chaînes archéennes, vous voyez, à peu près 3 à 4 milliards d'années. Voilà, on en trouve essentiellement, vous voyez, ici, en Europe du Nord. Mais, par exemple, la Pangée très intéressante, qui est la Pangée avec des restes dans le Canada, vous voyez, elle a 3 milliards d'années, à peu près. Voilà une image telle que l'on peut l'établir à partir de ce qu'on sait actuellement de la Rodinia, c'est-à-dire la Pangée qui se situait avant la Pangée hercynienne dont nous dépendons aujourd'hui. Et vous voyez que les continents tels que représentés ici n'ont absolument pas la même position que celle qu'ils occupent aujourd'hui. Vous voyez, vous avez par exemple la Laurentia du Saint-Laurent, le Canada, il se situe au niveau de l'équateur de l'époque. Vous voyez, l'Antarctique qui est ici, qui est, lui, au niveau du pôle sud, il se situait dans l'hémisphère nord. L'Inde qui est ici, actuellement, elle est quelque part par là, l'Inde, mais à un moment donné, elle est descendue par ici jusque près du pôle sud et puis elle est remontée. Voyez, autrement dit, la croûte terrestre est en perpétuel mouvement à l'échelle des temps géologiques. C'est ça qu'il faut retenir. Et actuellement, on est dans un stade précaire qui, quoi que nous fassions, évoluera à son rythme. On verra la prochaine fois, puisque la prochaine fois c'est un cours sur l'origine de la vie sur la Terre, on verra ce que nous représentons, nous, par rapport à l'univers, à l'histoire de l'univers. C'est rien du tout. C'est même pas un morceau de basalte. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'Antarctique actuelle, qui se situe au niveau du pôle sud, eh bien, constitue une plaque. Alors, vous voyez ici les dorsales océaniques qui enveloppent
cette plaque. Ici, la création de la plaque de Scotia. Alors, cette plaque, elle est pratiquement immobile. Elle est au niveau du pôle sud, mais elle ne bouge pas. C'est ici, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ici, l'océan, voilà, la plaque africaine, l'océan Atlantique ici, le Pacifique ici et l'Indien ici, sont caractérisés par une migration divergente finalement des croûtes. Et c'est donc à partir du pôle sud que va s'opérer la création de la Pangée dans le pôle opposé autour du pôle nord. Et voilà l'image de la nouvelle Pangée dans 100 millions d'années, ici. Et vous voyez le pôle Nord, et on l'a déjà baptisé. On voit les mouvements majeurs des plaques avec les flèches rouges, et on l'a appelé Amérique du Nord et Asie. Amasia, au détriment évidemment de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme clin d'œil par rapport à la tectonique des plaques. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.